Nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Vous me rejoignez sur la RTNC3, la chaîne institutionnelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Patriote, votre mission qui ne cesse de faire la promotion du patriotisme en République démocratique du Congo. Voilà, chers téléspectateurs, pour bien comprendre le monde syndical et le monde du travail, il faut bien décortiquer ces deux mondes. Alors pour y arriver, nous avons pu approcher dans le cadre de cette émission, M. Augustin Toumba Nzouji, le vice-président de l'UNTC et le secrétaire général de la FENOCO. Vous aurez le temps de les découvrir. Et sans plus tarder, je dis bonjour, M. Toumba. Bonjour, madame le journaliste. Voilà, nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder voudront quand même connaître la personne de M. Toumba, qui vous êtes au sein de l'UNTC. Oui, Augustin Toumba Nzouji que je suis. J'ai été élu depuis l'année passée pour le mandat en cours, vice-président de l'UNTC en charge de l'administration et du patrimoine. Alors, depuis une dizaine d'années, je suis secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-UNTC. Donc UNTC comme tel, c'est une structure qui est dirigée par le politique, qui est le bureau journalier, composé du président, de 3 vice-présidents, dont moi, et d'un trésorier général. Alors, il y a 15 fédérations professionnelles qui constituent les différents secteurs de la vie, là où les travailleurs existent, pour pouvoir les réunir au sein du syndicat, fédération par fédération, pour constituer ce que nous appelons l'UNTC. Et c'est dans ce cadre-là que je suis en train de diriger la FENECO-UNTC depuis une dizaine d'années, comme je l'ai dit. Alors, l'UNTC, c'est une organisation syndicale. Oui. Vous avez parlé, vous avez détaillé, vous avez parlé de la présidence, des vice-présidents, mais vous n'avez pas pu signifier qu'est-ce que UNTC, les libellés de UNTC. Ah oui, l'UNTC, c'est l'Union nationale des travailleurs du Congo. Ça a été créé le 23 juin 1967, quand, du temps de Mobutu, où il voulait unifier les syndicats. C'était la volonté d'abord des syndicats parce qu'ils travaillaient de façon dispersée, mais cette volonté des syndicats a été récupérée par le politique pour faire ce que nous appelons l'UNTC, devenu UNTESA avec la débaptisation de notre pays, et puis redevenu UNTC avec l'avènement de l'AFDEL en 1997. Et maintenant, nous avons l'UNTC, Union nationale des travailleurs du Congo. Comme je l'ai dit, ça fonctionne, ça intervient dans les entreprises, dans les établissements, dans les entités professionnelles, à travers l'une des 15 fédérations, selon qu'on est dans l'éducation, avec la FENECO et la FENESCU pour l'enseignement supérieur, où on est dans tout autre secteur, dont la Fédération des bois et bâtiments, la Fédération des mines et métallurgie, la Fédération de l'alimentation et boissons, ainsi de suite. Il y en a 15 comme ça que nous avons, donc 15 secrétaires généraux au sein de l'UNTC. Très bien. Voilà, comme je l'ai annoncé, on ne peut pas parler du syndicat sans pour autant essayer de bien le décortiquer et le définir. Alors, qu'est-ce que le syndicat? Ah oui, c'est curieux la question. Le syndicat, en fait, je pourrais commencer par la genèse. Vous savez, nous sommes retrouvés au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire vers les années 1850, quelque chose comme ça, qu'il y avait l'avènement de l'industrialisation. C'est-à-dire, on devait prendre la matière première, la transformer. On avait besoin de la main-d'œuvre. Et les gens devaient quitter de tous les côtés, abandonner leur économie de fortune pour pouvoir devenir des travailleurs, donc être au service de quelqu'un d'autre qu'on appelle employeur.
Alors, quand ça avait commencé en Europe et en Amérique, les gens pouvaient aller au travail aujourd'hui à 8 heures et puis 16 heures on te libère. Demain, tu viens à 8 heures et puis on te libère à 20 heures. Et deux fois, tu passes la nuit. Et à la fin du mois, on te paye comme s'il n'y avait pas une certaine modification dans l'horaire du travail. C'est comme ça que les gens ont commencé à murmurer entre eux. Et il y en a toujours des traîtres parmi les gens qui arrivaient à aller accuser les autres. C'est comme ça qu'on arrivait à emprisonner certains des travailleurs têtus, jusqu'à même à décapiter. En ce moment-là, déjà, ces débuts là-bas, avec ces gens qui étaient considérés comme des meneurs, nous pouvons parler du début du syndicalisme au milieu du 19e siècle. Alors, les travailleurs n'ont pas lâché prise. Ils continuaient toujours à réclamer. Et un jour, ils s'étaient dit, nous allons arrêter. Imaginez, par exemple, l'employeur gagne 1000 $ par jour. Les travailleurs se sont dit, si nous arrêtons, il va comprendre que nous avons des cœurs de chair, nous sommes des humains, ça nous fait mal. Quand il manque l'argent, il va chercher à s'approcher de nous pour pouvoir améliorer nos conditions. Malheureusement, quand ils se sont résolus d'arrêter le travail, il y a toujours des traîtres qui ont comploté pour s'accuser les uns les autres et il y avait des emprisonnements et ainsi de suite. C'est ainsi que, toujours dans leur persévérance, ils ont fini par faire des grandes manifestations et qui ont accompagné la grève. Et finalement, ce problème qui était considéré comme privé, à peu près comme de notre temps quand on grandissait, papa est en train de taper maman, on va, les voisins disent, oh, qui est en train de pleurer, c'est la maman de tel. Quand on s'approche, on trouve que c'est les papas qui tapent, on dit, ah, ça c'est un problème de couple, c'est un problème privé, on ne peut pas intervenir. Pour que l'on puisse régler l'affaire, c'était ça. Les débuts de la législation sociale, donc le droit du travail et le droit de sécurité sociale. Le gouvernement est intervenu, notamment pour arriver à tirer au clair la situation qui était en train de se dérouler. C'est comme ça que on a gagné, par exemple, un travailleur qui était malade. Imaginez, tu quittes le village, tu viens ici pour travailler dans une entreprise, et puis tu tombes malade un jour. Quand vous êtes au village, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Quand la maman met au monde, les voisins amènent les bûches, l'autre amène les feuilles de manioc, et puis on prépare pour toi. Mais quand vous êtes en ville, la situation est tout autre. Et puis à la fin du mois, l'employeur dit, je ne te paye pas parce que tu n'as pas travaillé. Le travailleur dit, non, ce n'est pas de ma volonté, tu dois me payer la totalité. Et ainsi, le gouvernement était obligé d'intervenir dans tous ces différends-là, afin de trouver solution. Entre autres, quelqu'un qui est malade, c'est indépendamment de sa volonté, il faut donner la totalité des salaires. Quand il y a les heures au-delà des heures de travail, il faut payer avec, je ne sais pas, des pourcentages au-dessus. Maintenant, les employeurs se sont trouvés dans une situation telle qu'ils devaient tout perdre. C'est comme ça qu'eux aussi, de leur côté, ont commencé à penser à faire le syndicat. Aujourd'hui, nous avons la FEC, la NEP, ce sont les syndicats d'employeurs. Mais, étymologiquement, le syndicat, c'est d'abord une organisation des travailleurs qui accepte de se mettre ensemble pour discuter. Discuter, ça veut dire dans une forme démocratique, les idées viennent et puis ils jugent. Juger, c'est décider. Ce n'est pas une personne qui décide, c'est tout le monde. Donc, une organisation, donc il y a des organes, vous avez une adresse, vous avez des documents, et vous vous mettez ensemble, vous discutez suivant les organes, vous prenez des décisions et puis vous allez mener l'action. Quand on prend les décisions, c'est pour mener l'action. Pourquoi? Dans le but de défendre et de promouvoir les intérêts sociaux et professionnels. Ok, Président, vous aurez le temps de bien donner le rôle du syndicat. Je voudrais d'abord qu'on puisse parler petit à petit. Oui. Vous avez parlé de l'histoire du syndicat au monde. Je voudrais que vous puissiez parler d'une manière petit à petit de l'histoire du syndicat, particulièrement au Congo. Comment est né le monde syndical en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, nous, on n'avait pas cette culture là-bas du syndicalisme. C'est par contre les colons, quand ils sont venus nous coloniser, et les gens qu'ils ont amenés de chez eux, là, les Européens, ils ont senti ce besoin-là parce qu'ils vivaient déjà le syndicalisme chez eux. Et ils ont
juste importer leurs syndicats. La FGTB, par exemple, Fédération Générale des Travailleurs de la Belgique, la CSC, et puis la CGSLB, bon, c'était des noms là, ils se sont donnés, et c'était juste la continuité. Mais nous aussi, les Noirs, on a commencé à créer nos propres syndicats comme APIC et tout ça, un peu plus tard. Alors, nous nous sommes appropriés de ça, mais comme je l'ai dit là, c'est vers les années, la veille de l'indépendance, que nous avons commencé à avoir les syndicats, mais nous avons travaillé toujours en divergence totale. C'est ce qui fait que à la Confédération syndicale africaine, où on devait être représenté, quand on nous demandait qu'une seule personne se présente, c'était des disputes, c'était beaucoup de problèmes. Aussi, nous avons trouvé intéressant de nous mettre ensemble pour pouvoir créer l'intersyndical. Mais pendant que nous étions en train de chercher à nous mettre ensemble, c'était déjà la Deuxième République sous Mobutu qui a cherché lui aussi à récupérer la situation de son côté. Mais ce qu'il faut retenir est que le syndicalisme ne s'est pas développé sans casse, aussi bien en Afrique, en RDC, comme au monde. Ici, chez nous, il y a eu beaucoup de tueries avec les grèves qui ont eu lieu, notamment au Congo central et au Katanga, les Hauts-Katanga, dans ce temps avec l'Union minière du Haut-Katanga, UMHT. Et dans ce contexte là-bas, nous avons eu gagné le syndicalisme et tout ce que nous avons gagné des séculaires, c'est 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de repos. C'était en 1885 déjà aux États-Unis. C'est votre grand mérite. Hein? Et avec ça, nous disons toujours, le 1er mai, c'est la fête du travail. Nous commémorons justement les gens qui sont décédés pour que l'on arrive à humaniser le travail de l'homme. Ok. Voilà. Et quel est d'après vous le plus vieux et grand syndicat en République démocratique du Congo? Bon, le plus vieux, c'est facile de le dire parce que les gens, il y avait beaucoup de syndicats qui se sont mis ensemble et l'UNTC que vous voyez ici a été créé en 1967. Donc, il n'y en a pas un autre qui a été créé à cette date-là. Or, le pluralisme, ça a été décrété en 1991, c'est alors que tous les autres sont arrivés, notamment les syndicats qui étaient mis ensemble pour travailler au sein de l'UNTC, se sont désolidarisés pour redevenir ce qu'ils étaient un peu avant, et ça fait ce que ça fait là. Donc, l'UNTC est le plus ancien. Quand on dit vieux, moi je vois quelque chose qui est usé, mais je préfère dire c'est le plus ancien de tous les syndicats. Maintenant, quel est le plus grand? Le plus grand, c'est celui-là qui a la grande représentativité, c'est-à-dire, on est passé aux élections, c'est lui qui est sorti majoritaire. Le plus grand, c'est aussi celui qui est plus fort parce qu'il a beaucoup de membres et des membres qui militent. Le plus grand, c'est celui-là aussi qui est le plus puissant. Parce que être fort, c'est avoir beaucoup de membres. Être puissant, c'est avoir beaucoup de moyens. Être représentatif, voulais-je dire, c'est avoir beaucoup de sièges. Donc nous sommes allés aux élections, vous avez gagné. Du moins pour l'instant, dans le secteur privé, l'UNTC est deuxième. Donc il nage entre la première place et deuxième place. Les dernières élections pour lesquelles on a publié les résultats, l'UNTC est deuxième. Mais les élections où on n'a pas publié les élections, on n'a pas publié les résultats, l'UNTC est première. Bon, pourquoi on n'a pas publié les résultats? Bon, ça, c'est le monde politique, c'est le gouvernement qui n'a pas fait. Maintenant, dans le secteur public, l'UNTC occupe la 4e place pour les élections. Maintenant, du point de vue force, pour voir le nombre de membres qui sont en train de militer au sein des syndicats, là, il n'y a pas un appareil, il n'y a pas quelque chose pour mesurer, mais on voit les uns et les autres se débrouiller pour organiser des manifestations, chacun de son... Il n'y a pas un mécanisme pour contrôler tout cela. Et on voit parmi les syndicats, si on peut dire un syndicat qui est puissant, ça doit être l'UNTC, parce que c'est l'unique syndicat qui a les biens immobiliers sur toute l'étendue de la République. Ça, c'est une grande valeur. Et puis, qui est représentatif dans les grandes entreprises qui donnent quand même les cotisations normalement. Donc, la puissance nous appartient. La représentativité, nous sommes parmi les plus représentatifs. La force, il n'y a pas
un outil qui puisse vérifier cela. Donc nous sommes aussi parmi les syndicats qui sont forts de par ce que nos représentations au sein de notre pays. Alors vous êtes au sein de l'UNTC. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans l'exercice de vos revendications? Bon, dans l'exercice de nos revendications, vous savez, quand on était syndicat unique, on a quand même fait un bon travail, dans le sens que nous avons réussi à avoir plus de 100 conventions collectives dans beaucoup d'entreprises. Convention collective, ça veut dire quoi? Le Code du travail donne le minimum de droits. La convention collective vient améliorer. Et nous pouvons nous taper sur la poitrine pour dire que nous avons été forts en ce temps-là. On avait, je crois, plus de 500 conventions collectives, je voulais dire. Maintenant, pour le moment, on n'a pas 100 conventions collectives dans les entreprises. La cause, c'est quoi? C'est qu'avec la prolifération des syndicats, on connaît des problèmes. Il y a des syndicats qui n'ont pas de formation de base, à tel point que quand vous allez, par exemple, dans les négociations, ils vous disent que nous sommes des syndicats de participation, nous ne sommes pas des syndicats de revendication. Or, syndicat veut dire revendiquer. Revendiquer, c'est quoi? C'est que nous avons le droit, à chaque moment que on enfreint à un seul de nos droits par l'autre partie qui est l'employeur, nous devons revendiquer. Mais si nous cessons de revendiquer, donc nous devons cesser d'être syndicat. Parce que chaque fois, l'employeur de son côté, nous avons des intérêts qui diffèrent. L'employeur veut gagner beaucoup, mais avec peu de dépenses. Le travailleur veut gagner beaucoup, avec peu de travail. Alors, quand nous sommes à l'opposition comme ça, ça veut dire que quelque part, l'employeur ne va pas manquer de toucher à un seul de nos droits. Ne va pas manquer. Et quand il le touche, si nous ne savons pas revendiquer, c'est que nous devons cesser d'être syndicat parce que le syndicat a été créé pour ça. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a plus de 50 organisations syndicales en République démocratique du Congo. La plupart des personnes disent que ces syndicats sont nés pour faire chanter le gouvernement et surtout dans le monde de l'enseignement. Votre point de vue par rapport à il y a dans les secteurs privés, ce qu'il faut reconnaître est que les syndicats, il y a deux législations pour les syndicats. Il y a les syndicats, si vous voulez travailler dans le secteur public, vous devez vous conformer à ce que l'arrêté portant organisation provisoire des syndicats recommande. Si vous voulez travailler dans le secteur privé, vous devez vous conformer au Code du travail. Maintenant, pour les secteurs privés, donc les syndicats qui sont dans les secteurs privés, régis par le Code du travail, il y en a 237 exactement. Maintenant, pour le secteur public, on en a une centaine. Une centaine, dont beaucoup sont aussi dans le privé et dans le public. Par exemple, l'UNTC, il a un arrêté de 1991 le reconnaissant comme syndicat dans le secteur privé. Et il y a, conformément à l'arrêté portant organisation provisoire des syndicats, nous avons une lettre d'accréditation du ministre de la fonction publique nous autorisant d'œuvrer dans le secteur public. Ainsi, des 15 fédérations que nous avons, il y en a 4 qui sont dans le secteur public et puis les autres 11 sont dans le secteur privé. Alors, on est là, on travaille avec ce nombre là-bas, comprend que il faut beaucoup de tact pour pouvoir arriver à se mettre ensemble. C'est comme ça qu'il y a des intersyndicales qui sont légales dans le secteur public. Quand vous organisez les élections, une fois que les résultats sortent, les syndicats majoritaires président l'intersyndical. Donc tous les syndicats se mettent ensemble, ils président. Ça c'est légal. Mais dans le privé, ce n'est pas légal. C'est devenu une coutume aussi. Quand il y a des élections, les syndicats majoritaires président l'intersyndical et on se classe en ordre utile selon le nombre de voix qu'on a et on fonctionne comme cela. Alors comment devenir un syndicat? Pour devenir un syndicat, dans les secteurs, je vous ai dit qu'il y a deux législations. Dans le secteur public, on recommande aux syndicats d'être d'abord une ASBL, Association sans but lucratif. Il y a une ordonnance de 2011 qui recommande à ce que vous puissiez avoir le F92 pour pouvoir exister de façon provisoire et puis chercher l'arrêté, je ne sais pas, du ministère de tutelle ou du gouverneur de province. Il y a plusieurs choses à
la dénomination du NASBER, maintenant vous pouvez solliciter de devenir syndicat auprès du ministère de la fonction publique. Maintenant, dans le ministère, si vous avez un arrêté du ministère du Travail, vous sollicitez une lettre d'accréditation auprès du ministre de la fonction publique. Et dans tous les cas, vous devez avoir un document signé par le ministre de la fonction publique, soit l'arrêté, soit la lettre d'accréditation. Maintenant, si vous voulez devenir syndicat, un syndicat qui est dans la fonction publique ne peut pas aller travailler dans le secteur privé sans avoir l'arrêté d'enregistrement du ministre du Travail. Et là, la procédure n'est pas compliquée. Vous organisez seulement votre syndicat, vous avez les statuts, tout ça, vous sollicitez la lettre d'enregistrement auprès du ministre du Travail. Et celui-là, moyennant des frais, il vous donne l'arrêté et vous commencez à fonctionner comme syndicat. Si vous voulez aller dans le secteur public, vous devez solliciter la lettre d'accréditation auprès du ministre de la fonction publique. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir l'habilité de fonctionner dans le secteur public. Si vous n'avez pas la lettre d'enregistrement du ministre du Travail, vous ne pouvez pas aller fonctionner dans les privés, dans les grandes entreprises, dans les grandes entreprises privées ou para-étatiques. Vous ne pouvez pas aller dans les écoles privées, vous ne pouvez pas arriver là-bas si vous n'avez pas la lettre, l'arrêté d'enregistrement du ministre du Travail. Alors, qui est-ce qu'on appelle syndiqué? Syndiqués, en fait, ce sont des membres qui adhèrent au syndicat. Okay. Il y a l'adhésion, il y a l'affiliation. Les gens qui s'affilient ou qui adhèrent, ce sont des syndiqués. Quand est-ce qu'on parle de l'affiliation? On parle de l'affiliation quand les syndicats ont souvent des bulletins d'affiliation ou des bulletins d'adhésion. Quand quelqu'un remplit ces bulletins là-bas, sans peut-être partager la même idéologie que vous, mais il remplit pour appartenir au syndicat, ça c'est l'affiliation. L'adhésion, ça veut dire qu'il adhère à votre idéologie. Il devient un autre vous, une autre partie du syndicat. À ce moment-là, on parle des membres adhérents. Tous les deux là sont des syndiqués parce qu'ils sont au sein du syndicat, ils attendent des choses du syndicat et il y a des devoirs à remplir vis-à-vis du syndicat qu'ils sont obligés de remplir, notamment payer la cotisation syndicale. Alors, est-ce qu'un employeur a le droit de savoir si son employé est un syndiqué? Bon, l'employeur, il peut chercher à le savoir au moment où les travailleurs doivent, par exemple, comparaître dans une commission de discipline après avoir commis une faute professionnelle. Les travailleurs peuvent, parce qu'il peut soit se présenter seul, soit demander à ce que son syndicat l'assiste. Alors, en ce moment-là, l'employeur peut vérifier est-ce qu'il appartient vraiment à ce syndicat-là. Et tout compte fait, comme il est autorisé à tous les travailleurs d'adhérer quand ils le veulent et de se désaffilier quand ils le veulent, c'est que je peux présenter un syndicaliste tout de suite là-bas, je dis j'appartiens au syndicat, je signe le bulletin, l'employeur n'a pas à s'immiscer là-dedans. Donc il en va du droit du travailleur d'adhérer à un syndicat de son choix. À n'importe quel moment, il peut entrer dans un syndicat à 8 h, à 9 h il change, et ainsi de suite. Et l'employeur, tout celui que les travailleurs lui présentent comme syndicat, il n'a qu'à adopter, il n'a pas à lui faire des problèmes. Alors, quelle différence y a-t-il entre le monde syndical et le monde du travail? Bon, le monde syndical est dans le monde du travail. Parce que dans le monde du travail, comment dirais-je, dans le monde du travail, d'abord, si on peut parler du monde du travail, on voit les secteurs. C'est divisé en secteurs. Il y a le secteur de voies et bâtiments, le secteur de ceci. Tout ça, c'est le monde du travail. Mais sur le plan juridique, on considère les travailleurs suivant 4 catégories. Il y a la catégorie des travailleurs qui est régie par la Constitution, par le droit constitutionnel. On appelle les organes supérieurs de l'État. Il y a le président de la République, les ministres, les gouverneurs. Tout ça, ce sont des travailleurs de cette catégorie-là. Et eux, ils ne sont pas concernés par la couverture syndicale. La deuxième catégorie, ce sont les travailleurs qui sont, qu'on appelle les organes inférieurs de l'État, qui sont régis par le droit administratif. Donc, c'est les statuts généraux et les statuts particuliers. On parle des fonctionnaires et tous ces gens là-bas. Eux sont concernés par la couverture syndicale. La troisième catégorie, c'est les privés.
les entreprises, les travailleurs de CMK, les travailleurs, je ne sais pas, des Bras Congo, de tout ça, les travailleurs des écoles privées comme groupe scolaire Cardinal Maloula, Cardinal Mosengo, Loupio. Ça, c'est les travailleurs qui sont régis par le droit du travail. Là, c'est le code du travail. Okay. Et puis, enfin, il y a ceux-là qui sont dans l'économie informelle. Économie informelle, ça veut dire que ça échappe un peu à la loi. Imagine-toi quelqu'un qui a sa moto, c'est sa propre moto, il est à la fois travailleur, employeur et tout lui-même, il écarte tout ça. C'est des gens qui sont difficiles à classifier. Okay. Donc ça, c'est le monde du travail. Maintenant, dans ce monde du travail, il y a des structures qui sont en train de fonctionner, notamment les ASBL. On entend par ASBL les ONG, comment on appelle ça, les confessions religieuses. On voit aussi les établissements d'utilité publique. Okay. Ça, ce sont les ASBL. Alors, à côté des ASBL, il y a aussi les syndicats. Alors, syndicats, ASBL, nous avons des missions différentes, comme sur le plan de droit, il y a un texte qui régit les ASBL. J'ai parlé de la loi de 2001, là où on dit l'église, c'est quoi, tout ça, et ainsi de suite. Et dans la Constitution, nous sommes tous sous l'article, je crois, 37 qui parle de la liberté d'association. Mais les syndicats ont une liberté améliorée qui est à l'article 38 de la Constitution qu'on appelle la liberté syndicale. La liberté syndicale, ça ne concerne pas les ASBL, donc les églises et tout ça. C'est quoi en fait? C'est que un syndicat ne peut pas être, comment dirais-je, radié par voie administrative. Il ne peut pas être même suspendu. Parce que vous avez vu, avec les ASBL, par exemple, l'église des témoins de Jéhovah, ça a été suspendu à un moment donné par Mobutu, je crois. On peut fermer une église, on peut suspendre une église qui fait des problèmes. Mais les syndicats ne peuvent pas faire ça. Et pour créer un syndicat, je t'ai donné, c'est souple. Même si à la fonction publique, on demande, on exige au syndicat d'être d'abord ASBL. Ce sont des trucs qui sont réprimés par la Convention 87, parce que la Convention 87 voudrait que les organisations syndicales puissent être constituées de façon facile, telle qu'un travailleur peut se dire, j'ai fait mon syndicat et puis ça démarre tout de suite. Alors, commencer un syndicat comme une ASBL, faire des trucs là, F97, F92, et puis tout ça, c'est des procédures très compliquées qui ne sont pas encouragées par la Convention 87 de l'OIT. Mais néanmoins, c'est ce qui se passe. Mais le syndicat, c'est la facilité dans la Constitution, tel que ça s'est fait au niveau du droit du travail. Contrairement aux ASBL, pour créer une église, c'est très compliqué. Pour créer une ONG, c'est très compliqué. Il y a des ONG qui ont, je ne sais pas, 20 ans, qui n'ont jamais eu un arrêté quelconque d'enregistrement, mais ils continuent à fonctionner de façon provisoire. Mais les syndicats ne peuvent pas avoir un F92 et puis dire qu'il fonctionne de façon provisoire. C'est interdit. Le syndicat doit avoir un arrêté, ou un arrêté, soit du ministre du Travail, soit du ministre de la Fonction publique, ou la lettre d'accréditation du ministre de la Fonction publique. Point barre. On ne peut pas avoir un syndicat qui a le F92 ou bien un texte là provisoire qui autorise le fonctionnement. Ça, dans ce monde syndical, ça n'existe pas. Et ça, c'est le monde syndical dans le monde du travail, parce que les syndicats, c'est pour les travailleurs sont dans le monde du travail. C'est en fait ça que nous pouvons dire qui existe entre le monde du travail et le monde syndical. Donc le syndicat peut travailler en concert avec les lois du pays? Si, c'est toujours des concerts avec les lois du pays. Le droit de grève est reconnu par la Constitution. Et la grève là-bas, c'est au travail, c'est pas dans les ONG. Et tout ce que les syndicats font, c'est le fruit en fait du travail que le premier travailleur a réalisé. Donc les gens qui étaient morts, qui étaient décapités, les gens qui ont été en prison ont donné lieu à ce que nous appelons la législation sociale. Là où maintenant on a commencé à réguler les rapports entre les travailleurs et l'employeur pour limiter ces interventions, parce qu'on sait que l'employeur est en position de force. Okay. Si les travailleurs ne se mettent pas ensemble pour pouvoir revendiquer leurs droits, c'est que vous comprenez que ça sera très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce que si on prend l'exemple de notre pays, 80 millions d'habitants, on dit 50% c'est les personnes actives. Ça veut dire 40 millions travaillent. Et sur les 40 millions, imaginez-vous, si on ne met pas des travailleurs dans des bonnes conditions, telles qu'ils peuvent revendiquer, ne fût-ce que revendiquer,
c'est que comprenez que d'abord, on passe 8 heures de travail sur les 24, très peu de temps à la maison comme ça avec la famille, beaucoup de temps au lit, les 8 heures de sommeil. Et si toute sa vie au travail n'est pas bonne, comprenez que vous n'aurez pas la bonne santé. Et puis la famille n'aura pas la joie, quel que soit le salaire qu'on te donne, même si c'est beaucoup. Si on te met dans de très mauvaises conditions, telles que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas terminer le travail, quand tu tombes malade, on n'intervient pas, ainsi de suite, ça fait que même la production ne va pas suivre. Voilà. Ok, je voudrais savoir alors, dans les revendications du syndicat, s'il arrive que lors d'une marche, par exemple, il y a des dérapages, quelles sont les mesures que vous prenez pour essayer un peu de recadrer le membre d'un syndicat? Bon, il y a, le syndicat a 5 rôles. Parmi ces 5 rôles, il y a le rôle éducatif, qui est aussi important que le rôle revendicatif, le rôle représentatif, le rôle social et le rôle normatif. Alors, le rôle éducatif fait que l'on puisse prendre en charge la formation des membres. Quand on forme les membres, on pérennise le mouvement. S'il y a des dérapages, par exemple, aujourd'hui, c'est parce qu'on forme peu. Imaginez-vous, quelqu'un, il sort du néant, il crée son syndicat. Il n'a jamais été en contact, il ne sait même pas définir ce que c'est que le syndicat. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet homme-là, sinon une bombe qui va éclater? Qu'est-ce qu'on peut attendre de celui-là? Or, les syndicats, on insiste sur l'éducation qui lui permet d'accomplir la mission. Et dans l'éducation, la formation, on essaie de parler de la grève. Qu'est-ce qu'est la grève? La cessation collective de travail. Pourquoi on fait la grève? Quelle est la durée d'une grève? Comment ne pas faire une grève qui n'aboutit pas parce que ça tue les syndicats? Et tout ça, c'est toute une école. Et si les leaders eux-mêmes ne savent pas pourquoi on fait la grève, il dit aux gens, arrêtons tout ça et ainsi de suite, sans mesurer pourquoi il est en grève. Parce qu'on va en grève, c'est pour forcer la main de l'employeur. Je te demande, aujourd'hui par exemple, on dit que les députés ils touchent 21 000 $, des choses un peu comme ça. Et l'enseignant, il est en bas. Maintenant, nous disons, voilà, comme on est en bas, et que nous devons considérer que personne ne peut avoir plus de 10 fois les salaires des nôtres. Si toi tu es à 21 000, c'est que les plus bas doivent avoir au moins 2100. Ça, c'est une revendication juste, n'est-ce pas? Mais on regarde, est-ce que dans l'assiette, là-bas, on peut trouver les 2100 pour chacun des fonctionnaires? Si on ne sait pas trouver, comment orienter notre revendication? On peut dire, nous voulons que l'on puisse établir l'équité, de telle sorte que le plus mal payé puisse avoir 2100. Mais nous devons avoir un seuil par rapport au budget de l'État. Ce seuil là-bas doit nous permettre, par exemple, de réclamer que le 21 000 puisse descendre à 2 000, parce que les moins payés à 200 $. Vous comprenez? C'est avec raison. Nous forgeons ça et nous préparons des équipes. Nous lançons des équipes sur le terrain, nous lançons des piquets de grève qui doivent nous alerter sur toute situation qui paraît anormale dans notre mouvement. À ce moment-là, nous contrôlons le mouvement. Nous savons dire qu'aujourd'hui, on a répondu massivement à notre appel à la grève, et puis nous évaluons périodiquement cette grève, et c'est comme ça que ça doit se passer. Mais par contre, quand on a un leader qui n'est pas formé, il va dire 21 000. Allez, comme ça nous réclamons, nous devons avoir aussi 30 000 ou je ne sais pas, 20 000. Sur base de quoi? De rien. Et puis, il va prendre tout le monde, et les gens vont suivre parce qu'ils n'ont pas non plus la formation, et puis ça va aboutir à des mauvaises situations, à des mauvaises conséquences. Pourquoi? Parce que même la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Et là, vous ne mourrez pas comme dans la Bible, parce que la mort là n'est pas certaine. Et si vous mourrez sous des coups de balle, il faut être mort. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre la société civile et le monde du travail? Bon, le monde du travail, j'ai essayé un peu d'écrire. Oui, il faut dire que la société civile, on peut dire, le monde serait divisé en 3 parties. Il y a la première partie qui est le politique. Un politicien, il cherche à tout prix à avoir le pouvoir. Il veut diriger, il veut régner. Il veut vraiment que tout soit sous sa signature.
L'autre tiers, le deuxième tiers, c'est le marché. Okay. Là, nous avons des commerçants, nous avons des gens, des industriels, tout ça, qui cherchent à avoir tout l'argent de leur côté. Maintenant, pour créer l'équilibre, pour que ceux-là qui gagnent ne puissent pas tout prendre au détriment du petit monsieur, pour que celui-là qui dirige puisse tenir compte du petit monsieur, il s'adresse maintenant le dernier tiers qui est la société civile. Et cette société civile, comme je l'ai dit un peu avant, est divisée en deux. Il y a les ASBER et les établissements d'utilisation d'utilité publique. Les ASBER, il y a les ONG et les confessions religieuses. Et puis, il y a une autre partie qu'on a sortie des ONG ou des ASBER, c'est les mutuelles, okay. Les mutuelles des santé et tout ça, les mutualités. Il y a une loi qui est à part. Tout ça, ça fait une moitié de notre tiers. Et à côté, il y a les syndicats. Parce que les syndicats ont des privilèges que les autres n'ont pas, notamment dans la Constitution et puis dans la dissolution. Vous voyez un peu, c'est en fait ça. Maintenant, ça c'est la société civile. Et cette société civile est divisée en plusieurs secteurs, n'est-ce pas? Okay. Il y a la société civile qui intervient dans le secteur de l'éducation, il y a celle qui intervient dans le monde du travail, comme les syndicats, c'est exclusivement le monde du travail. Il y a aussi des ONG qui interviennent dans le monde du travail. Et les rôles sont différents. Une ONG ne peut pas jouer le rôle représentatif. C'est pourquoi j'ai insisté sur le rôle du syndicat. Okay. Le syndicat joue le rôle représentatif. Le syndicat peut, au nom des autres travailleurs, signer pour dire, nous les travailleurs, nous disons oui par exemple, à l'augmentation des salaires de 30%. Ça, c'est dans le rôle représentatif. Dans le rôle normatif, c'est-à-dire quand il y a une loi qui concerne directement les travailleurs, les syndicats doivent être obligatoirement associés à la conception de cette loi-là. Même si le vote là-bas ou l'adoption des textes, ça s'est fait à un autre niveau, mais quand on conçoit là, tant que ça concerne les travailleurs, ils doivent être associés obligatoirement. Alors, c'est pourquoi le rôle représentatif, ça revient seulement au syndicat. Nous sommes dans le monde du travail. Vous intervenez, par exemple, pour dire nous sommes une mutuelle de santé. Oui, mais pour défendre les travailleurs, vous n'allez pas intervenir. Pour faire des normes qui concernent les travailleurs, vous n'allez pas intervenir. Vous allez collecter de l'argent, vous chercher les produits, vous voyez comment orienter les membres dans les centres de santé, et puis vous limitez là. Le syndicat joue son rôle qui est différent de toutes les autres organisations. Mais quelque part, on arrive quand même à se mettre ensemble pour parler à l'unisson quand on sent qu'il faut augmenter le nombre de voix qui poussent. Ce n'est que normal, on est une société civile. Voilà, Président, on ne pouvait pas quand même terminer l'émission sans pourtant penser à la femme. Est-ce qu'il y a aussi des organisations de la femme dans les cadres de syndicats en République démocratique du Congo? Oui. Il y a des syndicats qui sont dirigés par les femmes, okay. Notamment dans les secteurs de l'éducation, à l'EPST par exemple, à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je connais 2 syndicats qui sont dirigés par des femmes. Dirigés par des femmes. Seulement. 2, oui, sur, je ne sais pas, 29 ou 50 qui existent. Il y a 29 qui existent officiellement, et puis d'autres là qui sont en train de tourner autour des autres, comme on peut dire les syndicats parasites, c'est-à-dire ils vivent au départ d'autres structures, tout ça, et ainsi de suite. Mais je connais 2. Bon, le problème du secteur de l'éducation, c'est quoi? C'est que c'est une exception. Hein. Quand je vois les autres pays, on donne des statistiques. Combien de femmes il y a dans le secteur de l'éducation? On vous parle de plus de 50% des femmes. À l'RDC, c'est 20% seulement des femmes qui sont dans le métier. Donc les enseignants, si on prend de la maternelle à l'université, il n'y a que 20% des femmes. C'est vraiment une exception par rapport aux autres pays. Je ne sais pas s'il existe aussi un autre pays qui a ce taux faible des femmes. Alors par conséquent, ce que nous faisons, c'est quoi? Dans les organes directeurs des syndicats, notamment nous qui sommes affiliés à l'international de l'éducation, aux organisations internationales, on nous demande de faire ce qu'on appelle la parité, donc la discrimination positive, pour avoir le même nombre d'hommes et de femmes dans les organes des syndicats. Alors nous faisons un effort pour arriver à faire cela, même si c'est un peu difficile.
Voilà pourquoi on dit la parité n'est pas un cadeau, donc la femme doit se prendre en charge, doit être sérieux. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Ceux qui nous ont pris en cours, je voudrais vous rappeler que nous avons parlé du monde syndical et également le monde du travail. Nous avons aussi un peu frôlé ce que c'est la société civile, toujours dans les organisations. Alors, c'est par ici que nous mettons pratiquement fin à cette émission. Je vous rappelle que nous avons pu approcher, dans le cadre toujours de cette émission, le vice-président de l'UNTC, Augustin Toumba Nzouzi. C'est avec lui que nous avons pu réfléchir, décortiquer ce que c'est le monde syndical et le monde du travail. Voilà, chers téléspectateurs, je ne voudrais pas terminer cette émission sans pour autant penser à ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette émission et aux héros dans l'ombre, les caméramans, le régisseur et le monteur. Je vous dis grand merci. Et à vous téléspectateurs, merci pour votre attention à cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement. Bye. Merci. Congo, Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki.